Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours 5, force intermoléculaire, propriétés et phases de la matière. On a passé pas mal de temps les derniers cours à regarder comment était la forme d'une petite molécule, s'il y avait tel angle ou tel angle. Tout ça, ça nous permet de prédire comment cette molécule-là va se comporter à nos yeux, là, à notre échelle. Puis c'est le but de notre cours 5 d'aujourd'hui. On veut, à partir des propriétés qu'on a étudiées au niveau moléculaire, qu'est-ce qui va se passer, savoir qu'est-ce qui va se passer à l'échelle de nos yeux. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Je m'amusais les années passées à présenter une espèce de jeu qui ressemble à ça. Je donnais aux étudiants là, une panoplie de molécules, de composés chimiques, en fait, NABR, NaCl, NaF. Je séparais la classe en équipes. Chaque équipe devait déterminer quelles étaient les forces intermoléculaires à travers ces composés-là. Parce que je leur donnais aussi leur température d'ébullition. La température d'ébullition, dans le fond, ça peut être une façon de déterminer si les forces intermoléculaires sont très fortes ou sont faibles. Imaginez, si on a une molécule, tiens, on va prendre ça. Si on a deux molécules dont les forces sont très faibles, ils s'attirent très peu, ils vont devenir gazeuses très rapidement. Vous n'aurez pas besoin de chauffer beaucoup pour que ça se mette à bouillir. Alors que si vous avez deux molécules qui s'attirent énormément, ils vont rester à l'état liquide très longtemps, puis il va falloir chauffer énormément jusqu'à temps qu'ils puissent avoir suffisamment d'énergie pour partir à l'état gazeux un peu partout dans la pièce. Bref, pour vaincre la force intermoléculaire. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cet exercice-là, ça nous révélait quelles étaient les forces intermoléculaires les plus importantes à connaître pour être capable de prédire comment va se comporter la matière. D'abord, pour connaître les phases de la matière, savoir si ça va être liquide, gazeux ou solide ou un fluide supercritique à température pièce. Dernière option serait surprenante. Mais ça permet aussi de prédire si ça va être soluble dans l'eau, si ça va être soluble dans les huiles, si ça va être particulièrement odorant, si ça va être inflammable. Il y a énormément de trucs qu'on peut déduire de ça. Là, notre premier groupe qu'on a ici, c'est NABR, NaCl, NaF. Le groupe 2.1. Dans NABR, ça bouille à 1390. NaCl, ça bouille à 1461. Puis NaF, ça bouille à 1700 degrés Celsius. Il faut le faire. Là. Prenez du sel, puis vous chauffez. Rendu à 1461, ça va se mettre à bouillir. Votre NaCl va devenir gazeux. Fait qu'il faut chauffer énormément. Puis, vous savez déjà un peu pourquoi est-ce que le NaCl est solide. On se l'était dessiné souvent. Dans un bloc de sel, ce qui fait en sorte que ça reste solide, c'est parce que le Na+ attire le Cl-. Puis dans votre immense bloc de sel, vous avez comme ça une infinité, pas une infinité, mais presque, de Na+ puis de Cl- où tout le monde s'attire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est friable. On l'avait fait ensemble. Si on décidait de bouger cette colonne-là, les Cl s'aligneraient, s'éloigneraient, se repousseraient. Toutes les Cl- se repousseraient les uns les autres. Toutes les Na+ se repousseraient les uns les autres. Puis ça finirait par briser. Mais comparons un bloc de sel de Na+ et de Cl- avec du Na+ et du F-. Le F est un peu plus petit, il est en haut à droite du tableau périodique par rapport au chlore qui est un peu plus en bas dans le tableau périodique. Imaginez un bloc de sel fait de Na+, F-. La distance qu'il va y avoir entre chacun de vos atomes va être pas mal plus petite que si vous avez de gros atomes dans votre bloc de sel. Ce faisant, la distance entre les charges va être pas mal plus petite dans un bloc de NaF que dans un bloc de NaCl. Puis qui dit charge particulièrement proche, ça va être plus difficile à arracher. Prenez deux aimants. Si les deux aimants sont loin, oui, il y a une force qui les attire, mais c'est assez facile à séparer. Puis plus vous les rapprochez, ça va être encore plus difficile à séparer. C'est la même chose pour les atomes. Plus vous rapprochez des charges, plus c'est difficile à éloigner. Dans des sels, vu que c'est des plus et des moins qui s'attirent, finalement, ça fait en sorte que plus les atomes sont proches, plus ils vont s'attirer. NaF, je parie que sa température d'ébullition est plus élevée que NaCl. C'est-tu le cas? C'est ça. Puis NaBr, Br, comme lui est beaucoup plus gros, on s'attend à ce que sa température d'ébullition soit un petit peu plus basse. Parce que le brome, comme il est particulièrement volumineux, puis que sa charge, donc, va être pas mal plus éloignée du sodium qui est loin, ça va être pas mal plus facile à séparer puis que ça parte à l'état gazeux.
Fait qu'il y a moyen de prédire, si vous avez affaire à un composé ionique, la température d'ébullition, juste en connaissant la taille des atomes. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'on peut déduire du deuxième groupe, du groupe 2.2. Hein, c'est NaCl et MgO. On va se dessiner le sel de MgO. Et ça continue. Imaginez un gros bloc de sel d'oxyde de magnésium. Là, c'est des 2 plus puis des 2 moins qui s'attirent. Ça bouille à 3600 degrés Celsius, alors que le NaCl, lui, bouille à 1461 degrés Celsius. D'après vous, pourquoi? Ben oui, c'est à cause du 2+. Comme là, c'est pas juste un petit plus qui attire un petit moins, ben là, ça en est 2 qui en attire 2. Plus il y a de charge, plus ça s'attire. Fait que c'est comme si vous aviez doublé votre nombre d'aimants. Là, chacun des atomes sont extrêmement attachés ensemble et il faut chauffer encore plus pour que ça bouille. C'est assez chaud, là, 3600 degrés Celsius. C'est que dans les composés ioniques, là, les forces sont très fortes. Et comparez ça au groupe 3.1. Groupe 3.1, on a SO2, NH3, H2O. Dans ce cas-là, d'après vous, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va bouillir ou pas? On va dessiner les molécules. J'essaie de m'imaginer à l'intérieur d'un petit bécher, là, à quoi pouvait ressembler du SO2 quand c'est liquide. Bon, S, il se retrouve avec 2 oxygènes, on peut faire 2 liaisons. Le S peut dépasser l'octet, ça va bien. Il fait 1, 2, 3, 4 liaisons avec 2 électrons qui sont ici. Une fois ça fait, on peut vérifier la différence d'électronégativité entre l'oxygène et le soufre. L'oxygène est à 3,5 d'électronégativité. Le S, 2,5, la différence entre les deux, ça donne 1. C'est donc une liaison polaire. L'oxygène étant plus électronégatif, il devient delta-. Le S étant moins électronégatif, il devient delta+. Fait que les oxygènes tirent de chaque côté sur les électrons qui sont dans les liaisons. Fait que les 2 oxygènes tirent de chaque côté. Bon, c'est la première étape pour savoir si la molécule était polaire. Reste à savoir maintenant si les 2 tirent à 180 degrés ou à des angles différents. S'ils tirent à 180 degrés, ça va s'annuler. Puis globalement, la molécule ne sera pas polaire. Puis, pas polaire. Fait qu'ici, un petit doublet d'électrons fait en sorte qu'on a 1, 2, 3 voisins autour du soufre. Fait qu'avec 3 voisins, ils vont tous se placer grosso modo à 120 degrés. Et donc, eux autres vont tirer par en bas, les forces ne s'annulent pas, la molécule est donc polaire. Fait que c'est pour ça que je me permets de mettre mes delta-, delta+. La molécule est polaire, la molécule a des charges partielles. Fait que quand on a dans notre bécher du SO2 liquide, il faut qu'il fasse froid, hein, parce que ça devient gazeux à moins 10 degrés Celsius, moins 10 et plus. Fait que à température pièce, c'est gazeux cette molécule-là. Il faudrait qu'on soit l'hiver à moins 30, et là on aurait du SO2 liquide. Donc, dans notre bécher, on a plusieurs molécules, ils sont collés les unes sur les autres. Sauf que les plus et les moins, ils s'attirent, les plus et les plus se repoussent, les moins et les moins se repoussent. Fait que delta-, delta+, les deux vont s'attirer. Les 2 molécules vont s'aligner de façon à ce que le plus et le moins soient l'un vis-à-vis l'autre et les charges identiques se repoussent. Fait qu'il va y avoir un plus qui va être attiré par un plus qui va être attiré par un moins qui va être attiré par un plus, et ces molécules-là vont s'attirer comme ça. Tantôt, on avait un composé ionique, c'était des plus et des moins, mais des vrais plus, des vrais moins, des charges formelles. Là, ce sont des charges partielles. C'est donc moins fort comme force. Force moins forte, en tout cas. Les molécules vont s'attirer, mais moins quand même que des composés ioniques. Hey, on est dans le moins 10, 100 degrés Celsius, moins 33. Tantôt, on était dans des milliers de degrés Celsius qu'il fallait chauffer pour séparer les molécules ensemble. Fait que, en partant, là, les forces intermoléculaires des composés ioniques sont vraiment plus fortes que les forces intermoléculaires des molécules. Donc, on est entre plusieurs molécules, il y a une force qui est là. Les molécules d'eau, je les ai dessinées. La différence d'électronégativité entre le O et le H me donnait plus que 0,5 de toute façon. Donc, les H perdaient leurs électrons au profit de l'oxygène. Les oxygènes étaient plus souvent entourés des électrons, devenaient négatifs. Fait que les molécules d'eau étant négatives d'un côté, positives de l'autre, aligner leurs négatifs vis-à-vis les négatifs vis-à-vis les positifs vis-à-vis les négatifs, ce qui fait en sorte que votre eau
quand vous le versez dans votre verre, ben, les molécules restent encore toutes collées ensemble puisqu'elles s'attirent, puis elles s'attirent fortement. Puis apparemment, elles s'attirent pas mal plus que dans du SO2. Pourtant, la molécule est pas mal plus grosse. Tu sais, du soufre, c'est plus volumineux que de l'oxygène, puis l'oxygène, c'est 16 fois plus lourd que de l'hydrogène. Fait que c'est pas juste la masse des atomes qui permet d'expliquer l'interaction entre les molécules, parce que les interactions entre des molécules d'eau est beaucoup plus grande. Ça prend bien plus de temps chauffer de l'eau pour que ça bouille que du SO2. Puis on a un autre élément de réponse avec NH3. Le NH3, comme le H2O, je regardais mes angles, ici c'est en bas de 109 points quelques, ici c'est en bas de 109 points quelques, parce qu'autour de notre atome central, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 voisins. Donc ça formait notre fameux tétraèdre, donc les forces ne s'annulaient pas, les molécules sont polaires. Le H a perdu ses électrons au profit du N, les électrons sont plus souvent autour du N que du H, dénudant le H, le proton du H. Donc, il est partiellement positif, lui est partiellement négatif. Les deux s'attirent, les deux s'attirent. Les molécules s'attirent, mais pas mal moins que dans le cas des molécules d'eau, que dans le cas des molécules de SO2. Fait qu'on a nos trois béchères, un de SO2, un d'eau, puis l'autre de NH3 d'ammoniac. Bon, ben le premier qui va bouillir dans la gang, ça va être NH3. Donc, les forces intermoléculaires sont moins grandes ici que là, puis ensuite, lui va être le dernier à bouillir. Si j'ai parti mes plaques chauffantes en même temps, alors qu'il faisait moins 35 dans le laboratoire, puis j'ai ouvert la fenêtre, je m'excuse Suzanne, je pars mes réchauds en même temps, bon ben lui va bouillir en premier, ensuite lui, ensuite lui. D'après vous, qu'est-ce qui fait en sorte que eux autres, ils s'attirent plus que eux? Tantôt, c'était la quantité de charge. Il y avait la proximité aussi. On avait vu NaCl, NaBr, NaF. Eux autres étaient de plus en plus petits, fait qu'ils pouvaient se rapprocher. Mais là, ici, la distance entre les molécules sont pas mal tout le temps les mêmes. Ça reste des molécules. L'autre chose qu'on avait vu, c'était MgO par rapport à NaCl. Il y en a qui c'était 2 plus, 2 moins, ça s'attirait plus que 1 plus puis 1 moins, que ça s'attirait moins. Il fallait moins chauffer pour que ça bouille. Voyons voir, la différence d'électronégativité entre le H et le O, ça donne combien? Tantôt, j'ai évité de le calculer. Ça nous donne 1,4 de différence d'électronégativité. Ici, la différence d'électronégativité entre H et N, ça donne combien? Donc 3, 2,1, 0,9. Et finalement, pour notre SO2, S, c'est 2,5. O, c'est 3,5. Ça nous donne 1 de différence d'électronégativité. Ben, regardez ça. Ici, l'oxygène tire vraiment plus fort sur les électrons que l'oxygène peut le tirer sur les soufres. Les soufres gardent quand même plus les électrons que les hydrogènes à cause de leur électronégativité. Le soufre, lui, est à 2,5 alors que l'hydrogène, lui, est à 2,1. 2,5, tu tires plus fort ces électrons. Fait que, ici, c'est plus également réparti le nuage électronique. Ça fait en sorte que le delta- est moins fort. C'est une charge partielle, c'est une fraction de charge, mais tu sais, on s'approche plus du zéro, contrairement à ici, où on s'approche plus du 1. Notre fraction partielle, notre charge partielle, qui est une fraction, est plus grande ici. C'est un plus gros delta- que celui-là. Fait que quand vous avez des molécules polaires, toutes les charges ne sont pas pareilles. Il y a des delta plus et des delta- qui sont plus gros que d'autres. Il faut calculer la différence d'électronégativité. Fait que lorsque vous avez affaire à des molécules polaires, souvent, très souvent, il faut comparer les différences d'électronégativité. Fait que c'est fou, là. Quand vous tombez dans le monde de l'infiniment petit, que les charges expliquent des tonnes de trucs. En fait, la gravité explique plus grand-chose. C'est surtout la force électromagnétique, les plus et les moins, qui font en sorte que ça va se rapprocher ou ça va se repousser. Prenez NH3. Lui, la différence d'électronégativité est encore plus faible, fait que c'est lui qui bouillait en premier. L'attirance entre les molécules était bien moindre que ici ou là. C'est pour ça qu'il bouillait en premier. Il y a une autre règle qu'on peut déduire des différentes forces intermoléculaires, c'est le groupe 3.2. On a ici une base de propane, une série de 3 carbones avec leur H. Le premier avec un groupe OH, l'autre 2 groupes OH, l'autre 3 groupes OH.
Mais la troisième molécule, elle bouille à 290, alors que la première à 97 degrés Celsius. Vous en déduisez quoi de tout ça? On s'entend-tu que plus il y a de groupes OH, plus ça bouille tard? Plus il y a de groupes OH, plus les molécules donc s'attirent. Et donc, il faut chauffer beaucoup pour les séparer. Donc, plus il y a de OH dans ce cas-ci, plus les forces intermoléculaires sont grandes. Mais comme dans le groupe 3.1, ce sont des molécules polaires. On a des différences d'électronégativité supérieures ou égales à 0.5. Dans ce cas-ci, juste le H devient delta plus, le O devient delta moins, puis on a des liaisons polaires, delta plus, delta moins. Mais ils sont toutes égales par contre. C'est pas des petits delta plus puis des gros delta plus. Qu'est-ce qui fait en sorte que celui-là va bouillir plus tardivement que lui? Qu'est-ce qui fait que dans un bécher rempli de CH2OH, CH1OH, CH2OH, ça bouille plus tard que celui-là? Bien, dans lui, il y a plus de delta moins et de delta plus que dans lui. Ici, il y a un delta moins, il y a un delta plus sur notre H. Notre C va devenir delta plus aussi. Si vous dessinez la molécule au complet, vous allez le réaliser. Il y a 2 delta plus puis un delta moins. Ici, il y a 2 delta moins, 4 delta plus, puis ici, il y a 3 delta moins, 6 delta plus. Fait que plus il y a de charge, plus les molécules vont s'attirer, plus ça va avoir tendance à être liquide, voire même solide à température pièce. Hein, prenez notre fameuse molécule de sucre. J'y vais de mémoire, hein, ça se peut que je me trompe, là. Mais au moins ça ressemble à ça. Il y a tellement de delta plus puis de delta moins que quand elle rencontre sa voisine, elle va finir par s'agencer alignant toutes les plus puis les moins, puis bang, ça devient solide. Fait que c'est bien rare que vous allez prendre du sucre liquide, ça va à moins que vous le mélangez avec de l'eau dans une slush. Non, du sucre pur, c'est super solide. Pourquoi? Parce que chaque molécule de sucre s'imbrique les unes sur les autres, alignant les plus et les moins, puis ça tire énormément. Puis il faut chauffer, puis vous allez brûler votre sucre avant qu'il devienne liquide ou pas loin. Fait que donc, plus il y a de delta plus, plus il y a de delta moins, plus ils vont s'attirer. Fait que ça ressemble beaucoup, je ne sais pas si vous trouvez, avec les forces qu'il y avait dans les composés ioniques. Plus il y a de charge, plus ils s'attirent. Puis à défaut d'avoir le même nombre de charges, dans le cas des composés ioniques, plus ils sont proches, plus ils s'attirent. Mais dans le cas des molécules, par contre, il faut regarder la taille des delta plus et des delta moins. Plus les delta plus, delta moins sont grands, plus ils s'attirent, plus les delta plus, delta moins sont petits, moins ils s'attirent, plus ils bouillent rapidement donc. On va aller voir le quatrième groupe. On a CH4, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ben c'est de l'octane, c'est du propane, ça c'est du méthane. Le premier bouille à moins 61. Oui, ben c'est gazeux, ça, notre température à nous. Même l'hiver, ça va être gazeux. Notre propane, c'est moins 42. Fait que si vous voulez faire un barbecue à Sorel Beach à moins 45 degrés Celsius, quand il va faire vraiment froid, quand le prochain vortex polaire va descendre sur Sorel-Tracy, si vous essayez de partir votre barbecue, ça ne partira pas, ça va être liquide dans votre bonbonne de propane. Il va falloir attendre qu'il fasse moins 41, moins 40, que là, ça va être peut-être possible de partir votre barbecue. Et finalement, la molécule d'octane, elle, c'est à 125 degrés Celsius qu'elle devient gazeuse. Donc, il faut chauffer en absence d'oxygène, s'il vous plaît. Faites pas ça à la maison, ça va brûler partout. Fait que votre essence, en absence d'oxygène, il faut chauffer jusqu'à 125 degrés Celsius pour que ça devienne gazeux. Donc, la dernière molécule, si vous en prenez tout plein, d'ailleurs, vous connaissez la nomenclature stylisée, on peut les dessiner comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voici tout plein d'octane, fait que si je prends un bécher, puis que je le remplis d'essence, puis je pouvais voir les molécules, ça ressemblerait à ça. Vous avez toutes vos molécules d'octane. Si on compare dans un froid sibérien, là, on est à moins 175 degrés Celsius, tout plein de méthane, les autres sont tellement petits qu'on ne peut même pas les dessiner en forme stylisée. Donc ça c'est notre méthane, ça c'est notre octane, puis dans notre troisième bécher, oups, ça va être du propane. 1, 2, 3. Hein, vous vous en souvenez, chaque sommet est un carbone, puis on rajoute des hydrogènes tout autour. Fait qu'ici, ça serait carbone, carbone, carbone. Pour celle-là ici, il y a des hydrogènes tout autour. Bon, maintenant c'est fait. D'après vous, pourquoi ça bouille plus tardivement que ça ou que ça?
À proprement parler, là, on a affaire à des molécules non polaires, n'est-ce pas? Hein, ici, on a du carbone, de l'hydrogène. C'est quoi les différences d'électronégativité? Carbone 2,5, hydrogène 2,1. Ben là, c'est pas grand-chose. Là, on est à 0,4, on est en dessous de 0,5, donc c'est tout non polaire. Il n'y a pas de delta plus, pas de delta moins, selon ce qu'on a vu jusqu'à date. Pourquoi eux autres vont s'attirer plus qu'eux autres que plus qu'eux autres? Bien, jusqu'ici, sans rien connaître à l'intérieur de ce qui se passe, on se doute de plus c'est long, plus il va y avoir une attirance qui va se développer entre les molécules que plus c'est court. Puis tu sais, il y en a une attirance. On ne peut pas se fermer les yeux et dire non, 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 c'est complètement non polaire, il n'y a pas d'attirance entre les molécules. Si c'était le cas, l'octane, ça bouillerait à température pièce, voire même à 0 Kelvin, ce serait déjà gazeux. Si un moment donné, une molécule ou des molécules finissent par être à l'état liquide, c'est qu'ils s'attirent. Sinon, ils seraient gazeuses. C'est pas la gravité qui va retenir des toutes petites molécules comme ça, là, ensemble si proches. Là, ils vont essayer d'utiliser le plus d'espace possible, un peu comme l'atmosphère autour de la planète Terre. Oui, c'est correct, globalement, les gaz restent sur Terre. Si ça devient liquide, c'est que les molécules veulent s'attirer. En fait, elles s'attirent lorsque c'est liquide. Fait que si notre octane est liquide, c'est qu'il s'attire. Bon, ben, on ne sait pas encore qu'est-ce qui fait que ça s'attire, mais on est certain, par contre, que plus c'est long, plus ils vont s'attirer. Parce qu'eux autres, ça bouille à 125, eux autres, moins 42, eux autres, moins 161. Fait que c'est la première chose qu'on peut déduire avec le groupe 4.1. Si vous avez affaire à des molécules non polaires, la taille de la molécule compte. Fait que jusqu'ici, ça ne comptait pas tant. C'était le nombre de charges. Mais à défaut d'avoir des charges permanentes, ben là, on regarde la taille de la molécule. S'il y en a qui sont plus grosses que d'autres, ils vont bouillir plus tardivement, ils vont davantage s'attirer. Les forces intermoléculaires vont être plus grandes que si la molécule est plus petite. Voyons voir maintenant le prochain groupe 4.2. On a exactement la même formule moléculaire. Par contre, ce ne sont pas les mêmes molécules. Ce sont toutes de l'octane. Le premier en bas à gauche ressemble à ceci. Le deuxième ressemble à ceci. Fait qu'il y en a 7 dans le squelette de base. Et sur le sixième, il y en a un qui part par en haut. Là, je l'ai mis du mauvais sens. Là, je pourrais la faire comme ça. Puis sur le deuxième, on a un carbone qui part. Puis finalement, sur la molécule, la troisième molécule, ça ressemble à ceci. On a un squelette de combien? Mettons que ça, c'est notre squelette. On a un squelette de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis ensuite, toujours sur notre squelette de 4, sur le deuxième carbone, il y a 2 carbones qui partent en haut et en bas. Mettons qu'on les tourne de bord, on pourrait les mettre comme ça. Fait que sur notre deuxième carbone, premier, deuxième, troisième, quatrième, sur notre deuxième carbone, il y a un carbone qui part par là, un carbone qui part par là. Et sur notre troisième carbone qui est ici, il y a 2 autres carbones qui partent. Par habitude, je les mets par en bas. Ça nous donne 4 carbones autour du carbone 2, 4 carbones autour du carbone 3. Mais globalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbones, comme notre octane. Fait qu'imaginez, dans votre bécher, on se prend 3 béchers. Vous avez donc 3 béchers. Dans le premier, vous avez l'octane conventionnel. Vous avez de l'octane dans le deuxième bécher, mais cette fois-ci, on a 2 carbones qui font des espèces de ramifications sur notre deuxième carbone. Et puis ici, vous avez des molécules beaucoup plus compactes, mais toujours la même masse, le même nombre d'atomes, les mêmes liaisons, juste pas organisées de la même façon. Ça bouille à 125. Ça bouille à 117 degrés Celsius. Et ça bouille à 107. On peut donc déduire que ici, les forces intermoléculaires sont moins grandes, hein, les molécules s'attirent moins, qu'ici. Les molécules ici semblent s'attirer plus, puis on pourrait exagérer. Dans votre bécher, ici, vous avez à chauffer jusqu'à 125 pour que ça bouille, alors qu'ici, vous avez à bouillir à 107. Les molécules qui sont ici s'attirent moins, ils partent plus rapidement à l'état gazeux qu'ici. Pourquoi, d'après vous? Bien, jusqu'à date, je pense qu'on est obligé de conclure que plus c'est linéaire, plus les forces intermoléculaires sont fortes dans le cas des molécules non polaires, et plus c'est compact, hein, en forme de Schmogoff, de moton, d'un ovale finalement, plus c'est compact, moins les molécules vont s'attirer. Moi, souvent, je me l'imagine comme ceci. Si je veux enlever la molécule qu'il y a ici, puis l'envoyer dans les airs, à l'état gazeux, je veux la pitcher dans les airs comme ça.
ben, il faut que je la tasse de toutes les autres molécules, puis c'est pas évident. Alors que si je veux tasser celle-là, pas mal plus facile. Hein? Essayez de sortir un seul spaghetti de votre bol de spaghetti ou sortir un macaroni de votre bol de macaroni. Pas mal plus facile le macaroni. Mais là, il faudrait que ça soit la même masse, là. Mais le fait qu'il soit plus compact, c'est beaucoup plus facile à sortir que si la molécule était linéaire. Mais il y a quelque chose, là. Parce que là, jusqu'à date, il y avait tout le temps des delta plus et des delta moins qui permettaient d'expliquer pourquoi les molécules s'attirent. Là, à date, il n'y en a pas. Mais vous allez voir, on va finir par en trouver, mais de toutes petites. Mais ils sont tellement petites qu'ils finissent par s'additionner. Hein? Puis dans le cas de nos molécules, puisqu'ils sont linéaires, comme ils vont avoir tout plein de tout petits delta plus et delta moins, vu qu'ils sont linéaires, il va avoir tout plein de liaisons qui vont se faire entre les deux. Alors que quand c'est compact, ben, il va y avoir deux petites surfaces de contact, donc ça va être plus facile à arracher l'un que l'autre. Prenez deux velcro, deux bandes de velcro. Vous prenez un grand velcro avec crochet, un grand velcro velu, puis vous les aplatissez comme ça. Vous allez devoir tirer pas mal plus fort pour les arracher que si vous prenez les mêmes velcro. Il y en a un que vous mettez en tapon, l'autre vous mettez en tapon, puis là vous les approchez, puis là vous retirez. Ça va être beaucoup plus facile à arracher que les deux velcro qui étaient de masse identique, puis que vous essayez de séparer les deux en même temps. Parce qu'il y a beaucoup plus de surface d'attirance dans vos deux velcro linéaires que de vos deux velcro en forme de boule. Bien, la surface de contact va donc compter. Fait que pour les molécules non polaires, on déduit donc avec le groupe 4.2 que plus c'est gros, plus il y a des forces intermoléculaires. Et avec le groupe 4.2, on se déduit qu'en cas d'égalité, s'il y en a une qui est linéaire, les forces intermoléculaires vont être plus grandes que les groupes de molécules qui sont compacts. Vous me suivez? C'est quand même pas pire.